Guillaume Dozou, bonjour. Bonjour Richard et bonjour à tous. Bienvenue Guillaume, à nouveau dans cette année-là, vous êtes notre chroniqueur musique ciné. Nous sommes le vendredi 13 et on s'est dit, tiens, ce serait pas mal de parler de Tim Burton un vendredi Pourquoi 13. pas. C'est de bon augure et d'autant qu'il y a une exposition qu'on peut voir à la Cinémathèque de Paris consacrée à Tim Burton et à son univers, et Dieu sait s'il est important et s'il est vaste. On va justement en parler avec vous. Et cette exposition est visible jusqu'au 5 août, donc on a un petit peu de temps pour tous les fans de Tim Burton. Vous l'avez peut-être déjà vu, vous Guillaume, mais en tout cas, Oui. tous ceux qui aiment Burton disent que c'est une exposition géniale. Bien sûr, ouais, c'est une exposition de référence. Et, elle a été supervisée par Tim Burton. Il y a d'ailleurs même à cette occasion une petite vidéo que l'on peut voir sur le site de la Cinémathèque, une petite bande-annonce qu'a conçue Tim Burton qui est tout à fait sympathique. Tim Burton qui débute chez Disney. Oui. Tim Burton qui est dessinateur au départ, hein. C'est quelqu'un qui habite à Burbank, donc c'est vraiment la banlieue de Los Angeles, hein. Il est tout de suite à côté d'Hollywood et c'est quelqu'un qui se passionne pour le dessin, qui se fait remarquer dans l'institut, enfin finalement l'école des beaux-arts de Californie, D'accord. et donc qui est recruté par Disney. C'est déjà le Tim Burton qu'on connaît, hein, c'est-à-dire que il a passé son enfance dans les cinémas, plutôt à voir des films des années 50, les films de la Hammer aussi, Ah plutôt. oui. Donc les Frankenstein, les momies, et les Dracula, les Godzilla aussi pour ce qui est film japonais. Donc c'est quelqu'un qui a déjà tout ce passé-là dans ses bagages quand il arrive chez Disney. Et puis toujours je pense à lui et en parlant évidemment, et je vois ce physique vraiment particulier, hein. Il a un physique qui aurait pu correspondre justement à ce type de film dans les années Ouais, 50. Hein. il aurait pu faire le savant fou dans un certain nombre de films, effectivement. Il cultive une tignasse noire un peu bouclée, là, et puis il s'habille toujours en noir. Il y a des grandes lunettes, souvent. Ouais, c'est vrai qu'il Il a soigne son image. Je pense, oui. Qu'est-ce qu'il fait chez Disney ? Chez Disney, il travaille sur quelques projets. Il a notamment aidé à la conception de tout ce qui tournera autour de Taram et le chaudron magique, qui n'est pas le plus lumineux des Disney, hein. Souvenez-vous, c'est un univers très médiéval, très sombre, avec des sorciers. Et ça sera un de ses premiers travaux finalement chez Disney. Il proposera ensuite des scénarios, des petits courts-métrages d'animation pour Disney qui seront assez rapidement mis de côté, qui seront jamais diffusés d'ailleurs, puisque considérés trop sombres déjà par Disney. Alors qu'est-ce qu'il va faire du coup ? Eh bien, notre Tim Burton va s'orienter plutôt vers le cinéma, on va dire classique, hein. À partir de 84, il décide de quitter Disney et puis de partir finalement à l'aventure en devenant donc réalisateur cette fois-ci, en ayant les mains un petit peu plus libres. Et ça donne pour son premier long métrage un film qui s'appelle Pee-wee Big Adventure. Pee-wee, mais oui. Pee-wee, incroyable. C'est incroyable que ce soit Tim Burton qui ait fait ça. Oui, même si quand on regarde Pee-wee maintenant, on trouve déjà quelques données graphiques, hein, qui ressemblent à l'univers Tim Burton. Il y a beaucoup de choses rouges et blanches, des spirales très souvent, enfin des gadgets, beaucoup. La maison de Pee-wee, c'est un petit peu une maison magique, quoi, hein. Il y a beaucoup de choses qui marchent toutes seules. Enfin, c'est déjà un petit peu orienté. Rappelez pour les plus jeunes d'entre nous, Guillaume, qui est Pee-wee, parce qu'on a peut-être que certains qui nous écoutent cet après-midi ne le connaissent pas, parce que la dernière fois qu'on a eu des nouvelles de Pee-wee, il avait eu quelques petits soucis dans une salle de cinéma L'acteur qui joue pas Pee-wee, très recommandable. En effet, ouais. Pee-wee, c'est une sorte de gamin qui veut pas grandir, quoi. Il mesure 1m80, on a l'impression qu'il a une trentaine d'années, mais il a plutôt 12 ans d'âge, quoi. Tout le film, la grande aventure de Pee-wee, là, c'est qu'au départ du film, il se fait piquer son vélo, quoi. Pendant 1h30, il va rechercher son vélo, il va utiliser des stratagèmes pour retrouver son vélo. Tout ça dans un univers, on va dire, semi-féerique, un peu. Et vous m'avez dit tout à l'heure qu'il tournait à nouveau ? Que Pee-wee existe toujours. Ah, Pee-wee, enfin oui, l'acteur. je parle de l'acteur qui fait Pee-wee, évidemment. Oui, Pee-wee, il a peut-être retrouvé son vélo depuis. Peut-être, j'espère pour lui. Mais il tourne à nouveau. Bien sûr, il fait quelques films. Il a eu quelques déconvenus à l'époque. Oui, oui, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui jouait beaucoup sur son image avec le personnage de Pee-wee, hein. Les gens dans la rue l'appelaient Pee-wee. Il a vraiment cette tête-là. Il n'y a pas de maquillage, rien du tout. Donc ne me regardez pas avec ces yeux-là quand je vous demande des nouvelles de Pee-wee. Exactement. Donc le personnage de Pee-wee
Pee-wee n'existe plus, mais donc Paul Rubens, lui joue toujours un petit peu. On le voit dans pas mal de films et de téléfilms, mais évidemment, l'âge aidant, on ne le reconnaît plus en tant que Pee-wee. C'est bien comme ça. On continue notre conversation avec vous, Guillaume, sur Tim Burton. On a évoqué Pee-wee. Oui. Parlons maintenant d'un film important. Je crois qu'on peut dire que c'est le premier vrai film de Tim Burton. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, même si c'est un film de commande, effectivement, c'est le film où l'univers de Tim Burton commence à apparaître complètement. C'est Beetlejuice. Beetlejuice, qui est, alors, au dire de Tim Burton, c'est un peu sa version de l'exorciste. On va dire ça, il le présente comme ça au départ, même s'il n'est pas question de possession dans ce film-là, mais c'est on va dire une fable également sur la mort et sur une espèce de personnage qui vit entre deux mondes là et que certains, avec une formule magique, peuvent appeler pour faire jouer quelques tours finalement aux familles qui sont dans la mauvaise maison. Et ça marche ça, Beetlejuice ? Beetlejuice, ça commence à marcher. C'est un film qui est très rentable finalement. Alors pour un deuxième long métrage, on a un Tim Burton qui a quand même quelque chose comme 15 millions de budget, donc 15 millions de dollars, ce qui veut dire que à cette époque-là, on n'a pas de numérique, on n'a pas de choses comme ça, donc les effets visuels vont être par exemple en pâte à modeler, on va retrouver des animatronics, on va retrouver de l'image par image comme ça. Alors ça va donner des effets un petit peu à l'ancienne, mais on sait que Tim Burton aime bien ça, et on aura tout de suite quelque chose comme 1 million d'entrées à peu près ah oui, quand même. Ouais, en France. En France, En oui. France, oui, d'accord. Ouais. Donc là, c'est ça y est, il se passe quelque chose et tout de suite, on sent que ce réalisateur-là va nous proposer un univers. Et le film suivant, juste après Beetlejuice, c'est Batman directement, quoi. Et donc là, on ancre tout de suite le côté... Tim Burton se fait un nom comme ça en 2 films et maintenant, ça continue comme ça. Ouais. On va revenir sur Batman et sur les autres grands films. Guillaume, mais on peut peut-être dire quelques mots des ambiances que l'on retrouve en règle générale dans le cinéma de Tim Burton. Oui, souvent on dit que c'est un cinéaste gothique, même si globalement dans les ambiances on peut retrouver des imageries, des façons de filmer, des couleurs, même on peut parler de couleurs qui datent plutôt de l'expressionnisme allemand, donc les films allemands des années 30, des films comme Nosferatu par exemple, des films comme ça très avec des forts contrastes, c'est très très noir ou très très blanc, des gros plans sur les visages, des personnages comme ceux-là qui vont faire penser aussi par exemple aux premières interprétations de Frankenstein, qui vont faire référence à des écrits comme les écrits d'Edgar Poe, les nouvelles histoires extraordinaires, les choses comme ça. Donc là on sera dans un univers où en permanence on sera sur le fil du rasoir. On ne sait pas qui est vraiment gentil, qui est vraiment méchant, on oscille et on a du mal à prendre parti par moment. Revenons au Batman donc. Guillaume, comment vous le trouvez, vous, ce Batman réalisé par Tim Burton ? Batman 1989, là c'est la première adaptation en long métrage de Batman depuis au moins 30 ans. Et Tim Burton décide de choisir un Batman qui sera lui très sombre, très noir. Ça commence par le meurtre des parents de Bruce Wayne, donc le futur Batman. Donc on est tout de suite dans une ambiance assez sombre, assez triste. Et vis-à-vis de ce Batman-là, on va avoir un méchant qui sera le Joker, donc interprété par Jack Nicholson, très coloré, très flamboyant. Et on aura cette dualité-là entre le noir et la couleur très très criarde qui donnera l'ambiance totale de tout ce que fera Burton ensuite. Moi ce Batman là je le trouve vraiment vraiment bien, quoi. Je l'ai vu à l'époque, j'étais tout petit et je suis allé voir Batman parce que c'était un film de super-héros, mais je m'en suis jamais vraiment remis, quoi. Ouais, c'est vraiment c'est un des meilleurs de la série. Oui, bien sûr. En plus, il plante des bases visuelles des Batman qu'on voit encore maintenant. Pour évoquer la famille, on peut parler des acteurs fétiches. Il y a Johnny Depp, évidemment, qui a beaucoup tourné avec Tim Burton. Qu'on voit assez rapidement dans Ed Wood, par exemple, mais plutôt dans Édouard aux mains d'argent. Ça démarre avec ça, je crois. Oui, c'est avec ça. Ce film-là. La première collaboration, c'est à ce moment-là, c'est sur Édouard aux mains d'argent, 1990, avec cette histoire de sorte de robot pas fini, puisque son inventeur meurt avant d'avoir terminé complètement la créature. Et on a un Johnny Depp, et d'ailleurs on voit son costume complet à l'expo de la Cinémathèque. On retrouve un Johnny Depp, une sorte de vêtements de cuir avec plein de ceintures, de choses comme ça, et puis surtout
des grandes mains. Alors, ses doigts sont plutôt des sortes de grandes lames de couteau, mais d'une cinquantaine de centimètres. Et donc, on va avoir quelqu'un avec des mains inutilisables finalement, en tout cas pas en tant que main. Donc, il va se servir de ces mains-là pour, par exemple, tailler des haies, pour couper les cheveux. Enfin, Ouais. on voit, Comment, on voit des choses comme ça. qui comment sont expliquer que un acteur comme ça devienne l'acteur fétiche d'un réalisateur comme Tim Burton? C'est que Johnny Depp, il arrive dès le début et dès ce film-là à entrer dans l'univers, à le comprendre, à le cerner Oui, et je à le pense servir. qu'ils arrivent à se parler et ils arrivent vraiment à se comprendre l'un l'autre. Moi, Johnny Depp n'est pas quelqu'un qui à l'époque s'est figé en termes de carrière, quoi. Il vient de sortir d'une série télé qui s'appelle 21 Jump Street. Ouais. C'est un peu le petit jeune, quoi. Donc il s'oriente vers Tim Burton. On sait que c'est quand même quelqu'un Johnny Depp, qui est très cultivé, qui a un fort background et qui comprend tout de suite les influences de Burton et qui les suit. Et c'est pour ça qu'on le verra très souvent, même Ed Wood après, en 94, qui est un film sur un sombre réalisateur américain des années 50, où avant que le film sorte, il y a 90% de la population mondiale qui avait jamais entendu parler d'Ed Wood. C'est vrai, c'est vrai. Johnny Depp le suit sur ce projet-là, quoi. C'est insensé. Puis il y aura d'autres choses, La légende du cavalier sans tête, qui est pareil, un film extraordinaire. Bien sûr, ouais, Sleepy Hollow Sleepy Hollow. avec ce Johnny Depp aussi en espèce de médecin maladroit face à un Christopher Walken sans tête. Si, c'est possible. Justement, vous vouliez nous dire aussi quelques mots de Michael Keaton. Michael Keaton, oui, bah oui, parce que là, c'est dans la première réelle création de Burton, c'est lui Beetlejuice, quoi. C'est lui Beetlejuice, c'est lui Batman, forcément, pour les deux épisodes. Et puis, on a un Michael Keaton qui, finalement, est assez peu connu du public français à l'époque, hein. On le voit plutôt à la télévision aux États-Unis. Et ensuite, on pourra suivre la carrière de Michael Keaton avec d'autres films, des films dont j'ai plus le titre en tête, mais où il joue 15 rôles à la fois. Enfin, on va avoir maintenant l'œil sur Michael Keaton et depuis Batman et finalement depuis ses collaborations avec Burton, sa carrière va être beaucoup plus lancée qu'elle ne l'était avant. Et je pense que c'est un Batman qui est tout à fait crédible. Pour terminer cette conversation autour de Tim Burton, avec vous, Guillaume Dozou, et avant d'évoquer l'exposition à la Cinémathèque, une filmo sélective, si on devait retenir un ou deux titres pour pouvoir se faire une véritable idée de l'univers de Tim Burton. Pour commencer, forcément le Batman, mais on a déjà encensé. Donc Batman. Non, je t'ai plus. Et voilà, c'est ça. Et puis la suite, évidemment, Batman le défi. Donc là, je pense que c'est un package pour une soirée, ce sera très bien. Et puis pour voir aussi le côté un peu plus flamboyant de Burton, il y a Big Fish par exemple, avec Ewan McGregor. Incroyable ce film. Et oui, et donc là où on retrouve aussi des ambiances de carnaval, des ambiances de cirque, des choses qu'on trouve un tout petit peu avec le personnage du pingouin dans Batman le défi. Et donc Big Fish, vraiment à voir, c'est une Et les fresque. enfants adorent Big Fish. Oui, bien Parce sûr. que c'est un oui, conte. Ah au oui, final. complètement. Ouais. C'est un conte. Oui, avec un Ewan McGregor vraiment impressionnant. Et puis donc la femme de Tim Burton aussi qui joue régulièrement dans ses films. Je mettrais Big Fish avec Charlie et la chocolaterie par exemple, qui se suivent, en tout cas Génial. chronologiquement. Et là on retrouve des thèmes chers à Burton comme le thème de la famille par exemple. Mm-hmm. Et on retrouve d'ailleurs aussi Johnny Depp. Charlie et la chocolaterie, oui, avec Johnny Depp, vous venez de le dire. Alors, Guillaume, pour terminer, puisque vous l'avez vu, quelques mots sur cette exposition à la Cinémathèque. Oui, alors il faut aller voir cette expo. Évidemment, on a jusqu'à cet été pour parcourir les grands couloirs de la Cinémathèque. On retrouve là-bas énormément de dessins préparatoires au film de Burton. Alors ça c'est intéressant puisque on le disait au début de l'émission, mais Tim Burton est dessinateur au départ. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui va créer les ambiances. Dès le départ, c'est lui qui créera les costumes, les maquillages. Il y a des films, d'ailleurs je pense que c'est Beetlejuice, où il a tout de suite eu un Oscar pour le maquillage et pour le choix donc du maquillage. Et ce sera une expo donc à la Cinémathèque qui montrera les dessins préparatoires, qui montrera les costumes des films. Donc on a, on va dire, archivé finalement ces costumes-là de l'époque. On retrouvera donc aussi pour Édouard de Main d'Argent, donc ce costume on l'a dit, mais il y a aussi également un arbuste taillé en forme de fan qui est ici et qu'on voit dans le film quand Édouard décide d'être jardinier. Et puis on va retrouver un certain nombre évidemment de projections, c'est vraiment comme si on se promenait dans
dans la mémoire de Tim Burton, tout ceci avec un grand tapis rouge qui fait toujours écho, enfin très 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 brillant, qui fait écho au monde de Burton. On est dans un conte de Burton quand on visite cette exposition. Dans la tête de Tim Burton. Voilà, et puis c'est associé évidemment à une rétrospective complète de ces films qui sont projetés régulièrement jusqu'à cet été. Bien, le dernier Tim Burton sorti en salle, ça vous a plu, le Guillaume? dernier, c'était Alice au Pays des Merveilles en 3D. Un peu discuté, non, je crois, non Ou... Oui, un peu discuté. Pour le problème premier, c'est que le titre, c'est Alice au Pays des Merveilles, alors que finalement, l'histoire est basée sur la suite d'Alice au Pays des Merveilles. Et donc, en tout cas, quand on lit les bouquins, le deuxième bouquin, c'est vraiment Alice au Pays des Merveilles, tel que l'a montré Tim Burton. Donc là, bon, première surprise, forcément. Et c'est un film qui est quand même très, très axé sur le Chapelier. Donc, Chapelier fou, donc Johnny Depp. Et ça peut être un peu déroutant parce que le personnage principal, quand on va voir un film qui s'appelle Alice au Pays des Merveilles, c'est Alice au Pays. C'est donc cette fameuse Alice. Donc je suis un peu mitigé sur ce film. Là, l'utilisation de la 3D, comme très souvent, est d'une utilité largement discutable. Largement discutable. Donc non, je ne conseillerais pas ce Alice au Pays des Merveilles. Et en 2012, après, on nous annonce 2 Tim Burton. Ah ouais, il n'arrête pas, il travaille toujours. Je pense, oui, c'est pratiquement un film par an là, depuis le début des années 2000, dont une version, on va dire, halloweenesque de Winnie l'ourson. Ah oui. Merci pour toutes ces informations, merci pour cet éclairage autour de Tim Burton. L'exposition à la Cinémathèque de Paris est visible jusqu'au 5 août. Guillaume Douzou, vous revenez quand vous voulez. Très bien, à bientôt alors.